tous, nous sommes lundi 19 mars, vous voyez l'année se déroule, on est déjà au mois de mars, un trimestre, et ce matin il faisait un peu plus de 16 degrés à Saint-Claude, à peu près pareil vers Trois-Rivières. C'est dire que malgré le carême, qu'a fait fouette toujours en pays là. En tout cas, bienvenue sur le ZCL en direct de Canal 10, bienvenue aussi à nos auditeurs à radio RHT et aussi sur la C10 FM, la 103, où vous pouvez nous écouter si vous êtes en voiture, quand vous rentrez chez vous, si vous n'avez pas une télévision, vous pouvez toujours écouter sur la radio. Ça se passe en radio et en télévision. Nous sommes pratiquement les seuls à le faire et c'est tant mieux. Sinon, aujourd'hui, nous allons recevoir dans un moment Marie-Josée Mouragnapin. On l'a su nomme aussi Tikaï. Elle est avec nous. C'est une artiste guadeloupéenne qui a beaucoup d'expérience. Elle a vécu à la fois en Guadeloupe, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de l'Inde. Elle va nous expliquer ça tout à l'heure parce qu'elle va animer une série d'ateliers. Ce sera le lundi et le mercredi le soir à la maison du patrimoine. C'est à Bastère, mais ce n'est pas seulement à Bastère. On en parlera. On va recevoir un peu plus tard Ingrid Paolic, c'est la formatrice du CERAG. Si j'étais fort, je ferais comme ça, vous saurez que ça veut dire bonjour en langage des signes, mais je ne suis pas encore spécialisé dans le langage des signes et vais nous expliquer un peu plus tard. Jacques Dancal, journaliste, rédacteur en chef de Nouvelle Semaine, c'est la semaine de la presse à l'école, nous devons le recevoir tout à l'heure, Jacques devrait être avec nous, et puis Jean-Luc Divial, vous le savez, il a écrit cet ouvrage qui s'appelle Woussikam, il viendra aujourd'hui, tous les lundis désormais, nous présenter sa rubrique Itamiseo. Vous saurez tout à l'heure ce que c'est. Voilà, en gros, ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Et nous allons parler bien évidemment de l'actu, la réélection du maire de Terre-de-Haut, puisque vous savez que Louis Molinier a été éjecté par la justice. On va revenir tout à l'heure sur la question. Les 50 ans de justice, c'était ce week-end. Et puis à Air France, la grève continue, la mobilisation n'a pas cessé et peut-être plus tard, à la fin du journal, on reviendra sur la foire du Rézé, la première foire du Rézé qui a eu lieu, comme son nom l'indique, au Rézé. Voilà un peu le sommaire. Je vous salue tous. Merci d'être avec nous. Bon appétit si vous êtes à table. On va tout de suite commencer avec Tikaï. Bonjour. Bonjour. Tikaï, c'est Marie-Josée Mouragnapin. Alors, vous allez animer des ateliers pratiques et artistiques. Mais Tikaï, il faut dire un peu qui vous êtes, parce que les gens vous voient de temps en temps. Je vous avais reçu il y a peut-être un an, et puis vous avez disparu, vous êtes revenu. Bon, moi je suis une éternelle voyageuse entre la Guadeloupe et l'Inde, l'Asie, d'une manière générale. Et puis, vous avez vécu d'ailleurs. Oui, j'y ai vécu un peu plus d'une vingtaine d'années. Et puis il est temps pour moi maintenant de redistribuer, revenir ici. Et puis la Guadeloupe c'est mon pays. Hein, oui. Voilà. Je vous pose la question parce que les gens se posent cette question. Quand une Indo-Guadeloupéenne ou un Indo-Guadeloupéen retourne en Inde, ce qu'on appelle, on peut appeler la terre natale, comment vous êtes accueillis là-bas? Est-ce qu'on vous reconnaît comme une vraie indienne ou bien est-ce qu'on dit c'est des indiennes de la diaspora? Je suis plutôt une indienne de la diaspora, déjà de par ma taille, puisque j'étais dans le sud, les gens sont un petit peu petits, mais oui, de par ma taille, on me dit celle-là, oui, elle doit être de la diaspora, etc. Oui. Et en fait, ça se passe bien. Les Indiens de là-bas sont toujours intéressés à voir des personnes de la diaspora qui viennent chercher des réponses à des questions. Est-ce que votre nom, Mouragnapin, on le retrouve encore là-bas? On va trouver quelque chose de ressemblant. On va trouver des choses ressemblantes et par là même des choses qui sont ressemblantes mais qui n'ont rien à voir avec le nom, puisque ce sont des prénoms quelquefois. Oui, mais les noms ont été, surtout les noms sudistes, ont été très mal orthographiés par les greffiers de la République à l'époque. De l'époque, oui. Donc en fait, comme le tamoul est une langue agglutinante, oui. Il était difficile à ces gens-là d'orthographier les noms. Alors il y a des noms. Alors Mouragnapin réellement en tamoul, ce serait quoi le vrai nom? Ça pourrait être Morapan, ça pourrait être Morianpan, ça pourrait être un tas de tout noms sauf comme Mouragnapin. Mais non.
Non, c'est oui et non à la fois. C'est très. Parce que certains noms, on les retrouve tels quels quand même. Oui, comme. Mutusami, on le retrouve. Mutusami. En fait, ce sera un Mutuswami. Mutuswami, oui. Et ça s'écrira pas. Ça s'écrira pas de la même chose, de la même façon. Oui. Mais il y a d'autres noms qui ont. Bihari, on le retrouve par exemple. Bihari, on le retrouve. Oui, on va le trouver dans d'autres régions. Ça vient du centre-ouest. Oui. Voilà. Ouais. Mais en fait, bon, ce qui est intéressant, c'est que les noms indiens nous disent d'où on vient. Enfin, généralement de la région où on est. Ils vous replacent dans votre. Oui. Ah, alors vous venez quoi, la famille, les premiers arrivés du sud, de l'extrême sud. Mauryapan, c'est essentiellement des gens qui seraient du sud, de la grande dynastie des rois, des rois médiévaux indiens du sud, qui étaient les Maurya. On pourrait croire. Donc vous auriez été une princesse. Bof. Ça, oui, j'en doute. Dites-le, allez, Etikai. Alors, Etikai, c'est quoi? C'est un nom indien aussi? C'est un nom indien. C'était pour me donner de la force lorsque je suis partie. Tikai, on va dire, c'est monter plus haut, aller toujours plus haut. Oui. Et lorsque j'ai quitté mon petit papillon pour aller dans cet immense pays, j'avais besoin de force. Oui. Voilà. Et vous avez appris un peu de tamoul là-bas? Forcément, oui, pour aller faire. De l'hindi ou de l'hindi. Oui. En fait, puisque je suis pas vraiment douée en langue, mais je me suis constitué un glossaire parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé dans toute l'Inde et il y a des endroits où l'anglais connaît pas, que ça soit dans le sud ou dans le nord, c'est pareil. Donc, je me suis fait un petit glossaire de plusieurs langues indiennes et puis avec ça, plus l'anglais, ça marche. Mais c'est l'hindi qui est la langue la plus parlée dans toute l'Inde. L'hindi est la langue administrative, l'anglais la langue commerciale, et puis le tamoul, la seconde langue. D'accord, je vous ai dit commencer en disant namasté et ça aurait été bien. Moi j'aurais dit vanakam. Vanakam, d'accord, bien sûr. Alors, vous êtes venu ici, Tikai, vous parlez d'un atelier, d'un workshop, comme on dit en anglais, que vous allez animer. Alors dites-nous plus là-dessus. Alors je continue justement la transmission de ce que j'ai appris et cette année, la ville de Basse-Terre me donne l'occasion, dans le cadre de la Maison de l'Architecture et du Patrimoine, d'animer des ateliers sur l'art du paper clay ou de l'argile de papier. Ce sont des ateliers qui vont être faits, ça va être une première le soir, le lundi soir et le mercredi soir de 18h à 20h. Il s'agira pour le topic de cette fois-ci d'apprendre à faire des éléments pour réaliser ses propres bijoux. Alors pourquoi seulement des éléments? Tout simplement parce qu'en fait ils pourront être interchangeables et puis on peut trouver dans n'importe quelle petite droguerie des petits pendants, etc. Nous on va créer son bijou personnel avec. Alors qu'est-ce qu'on appelle cosmétologie ayurvédique? Alors là ce sera pas pour cette saison-là. Mais je pose la question parce que dans cosmétologie, c'est on va dire remède rasier pour embellir la peau, les cheveux, etc. En Inde, comme dans tous les pays du monde, comme chez nous ici, on a tout ça. Sauf que ils sont basés sur les principes donc de l'Ayurveda, science que tout le monde connaît, donc sur les Védas. Donc, sont des gens qui se sont interrogés sur comment la nature s'auto-guérit. Et en fait, ils ont appliqué ça à l'homme. La cosmétologie, c'est essentiellement pour la chevelure de ces dames, la peau de ces dames, etc. Les messieurs aussi, peut-être. Oui. Alors, quand les gens qui vous regardent viendront à vos ateliers, ils doivent venir avec le matériau nécessaire pour pouvoir apprendre. Il faut avoir déjà une pratique ou on commence à zéro? Alors, non. Ces ateliers s'adressent essentiellement donc aux adultes qui veulent faire la coupure avant de rentrer à la maison, se détendre en créant quelque chose. Les ateliers, non, tout sera sur place. C'est-à-dire que j'ai fabriqué l'argile de papier, je viendrai, et nous aurons de la peinture, etc. Un petit t-shirt pour pas se tacher. Et puis, si vous avez des petites choses déjà, des idées de ce que vous souhaiteriez faire, vous pouvez amener des choses que l'on pourra incruster, puisque l'argile de papier se comporte vraiment comme de l'argile.
Bon, la seule chose qui est intéressante, enfin il y a plusieurs choses. D'abord c'est un matériau de récupération, donc du recyclable. On en fait de très belles parures. Ensuite, vous pourrez, puisque elle se comporte comme de l'argile, vous pourrez utiliser des coquillages, des bris de bois flotté, etc. pour faire ce que vous aurez envie de créer. Avec mon les gens pourront repartir avec leur création? Of course. Alors, oui, bien sûr, c'est le but. Et puis, en fait, il faut à peu près une pratique de 4 heures. Ça vaudra dire deux séances pour avoir son petit pour avoir son petit objet terminé. Oui, puisqu'il faudra la période de séchage. Ensuite, je vais expliquer aux gens comment on pourrait obtenir des effets vieux bronze sur, somme toute, du papier. Voilà. Donc c'est un matériau qui est utilisé depuis la nuit des temps, enfin depuis que le papier a été créé en Inde. Et pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de visiter l'Inde, tous les grands palais que l'on trouve dans l'Inde de l'Ouest, au Rajasthan, on se demande mais où sont les meubles? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pratiquement tous les meubles étaient faits avec cette argile de papier incrustée. Qui résiste quand même au temps? Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que quand l'anglais est arrivé, bien, il a pris tous ces meubles en papier et a fait un feu de joie, mais a bien quand même auparavant pris l'importance et récupéré tout ce qui était gemmes et or avant de brûler tout ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose dans ces régions. Bon, voilà. Vous arrivez ici à faire des meubles en papier, Marie-Jo? Ça, c'est quelque chose qui serait intéressant de faire. Oui. Il faut des tonnes de papier, il faut quoi? Pas du tout. Alors, quel type de papier? Il faut sur un papier particulier ou... En fait, on peut récupérer tout ce qu'on trouve en matière de papier, aussi bien. Alors, c'est vrai qu'on connaît le papier mâché, qui est une variante, mais qui, dans le temps, n'a pas cette qualité. Parce qu'en fait, l'argile de papier, c'est dur comme de la pierre après. On peut également la cuire, ce qui n'est pas applicable au papier mâché simple. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Évidemment, comme matière principale, le papier, toutes sortes de papiers. Vous avez une déchiqueteuse, on rassemble, on déchiquette, on met effectivement à tremper, et puis là, il va y avoir... Là, c'est là qu'entrent les secrets de fabrication. D'accord. Et ça devient un matériau vraiment utilisable et solide. Ah oui, très très solide. Hein. Comme je dis, il y a des meubles. Je crois que la seule chose qu'on ne peut pas faire, et encore, on pourrait peut-être trouver, on ne peut pas le manger. Mais il y a vraiment des Parce applications. Que j'ai vu que vous aviez un petit objet, je ne sais pas s'il est à portée de main. Oui, c'est ça. Ça c'est juste. Voilà, c'est un petit pendentif. Oui, un pendentif. Un petit pendentif. Voilà, mais c'est vraiment très dur. Il a été cuit, ça bouge pas, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le papier mâché, l'argile de papier, la pâte, vous fabriquez votre objet et vous le mettez au four. Alors, comme pour l'argile, comme pour le principe de l'argile, on va le faire sécher parce que si on le fait cuire tout de suite, ça va éclater. Il va casser, oui. Voilà. Donc, en fait, toutes les techniques applicables à l'argile sont applicables à ce matériau. D'abord, qui est plus facile à faire. Il y a moins de contraintes techniques. Et puis, si on n'a pas de four, en Inde, on n'utilise pas forcément le four. On le fait sécher. Et ça, vous avez sans doute vu déjà des reportages avec des statues monumentales. Elles sont faites en argile de papier. Et ça peut rester. Ça attrape des moussons, donc des tonnes d'eau. Même si Omar Maria passe, pas de souci, ça tient. Voilà. Deux petits mots, Marie-Jo, quand même, avant votre départ, que vous nous parliez un peu de votre autre talent caché, si on peut dire. Vous êtes aussi peintre. Oui, alors de la peinture, j'en suis arrivée maintenant à la sculpture. Et en fait de plus en plus. Et c'est tout simplement parce que avec ce 3D qu'on a en termes de sculpture, et notamment, alors maintenant j'utilise essentiellement de la terre. Ce qui me permet de partout, dans n'importe quel endroit où je suis, je peux
grosso modo, ramasser la terre du jardin et faire quelque chose. En fait, c'est un but de la terre affiché. Normale, je ne dis pas de la terre glaise ni de l'argile cette fois-ci. Alors, c'est vrai qu'il faudrait effectivement de l'argile. Et nous sommes dans un pays qui en contient des tonnes. Oui. Il faut savoir, si mes souvenirs sont bons, qu'avant que l'étranger arrive, les premiers arrivants, donc il y avait à peu près 365 poteries dans toute la Guadeloupe. Oui. Et mon vœu le plus cher, ce serait effectivement de... Recueillir au moins une. Une, pas deux, plus. Une centaine, mais en fait, bon, allez. Et ce serait effectivement bien que donc le politique ait un œil avisé là-dessus, car l'argile permet de faire non seulement des pots, oui. mais nous avons des applications donc actuellement d'ailleurs en France et dans toute l'Europe. Il y a des stages partout pour l'argile maison, c'est-à-dire les torchis qui sont fabriqués, les terres béton, c'est-à-dire on fait des maisons extraordinaires, et je crois que c'est vrai que nous ici on a vraiment de quoi faire. Oui. Et voilà, alors c'est mon support de prédilection, et donc il y a quelque chose en préparation dans les mois à venir? Il va y avoir des choses, mais bon, c'est lourd l'argile. Donc je suis en train de récupérer de l'argile tranquillement. Ce sont des argiles de coulure, c'est-à-dire que je ne vais pas chez l'habitant ou je ne vais pas dans les forêts pour faire des trous. Je remercie Maria, puisque quelque part elle nous a fait beaucoup de tort, mais elle aussi elle nous a donné des choses. Elle a dévoilé des choses. Elle nous a dévoilé des choses. Et l'argile a un process quand même assez long, puisque une fois qu'on a l'argile, il faut la nettoyer, et ça met beaucoup de temps, surtout quand on a juste une petite passoire comme pour tamiser. Mais enfin, c'est quelque chose d'intéressant. Bien, alors je rappelle donc ces ateliers pratiques artistiques de création avec de l'argile, de papier, ce sera à partir de ce soir. La semaine prochaine, lundi prochain. Ça va commencer avec les vacances de Pâques, donc ça permettra lundi et mercredi, 18 à 20h. Voilà. Et il faut à peu près 2 séances pour savoir bien manipuler tout ça. Oui, grosso modo. Et ça se fait donc à la maison de l'architecture et du patrimoine uniquement à Basse-Terre. Non, il y aura aussi toute une série de ces mêmes ateliers qui seront faits au Centre des métiers d'art à Bergevin. Là, ce sera en matinée. Et ces ateliers débuteront à partir du 17 avril, mais bon, pour tout renseignement, se rapprocher du Centre des métiers d'art de Bergevin. Je crois même pour vos ateliers un numéro de téléphone, c'est le 80 88 70. Je peux me permettre. Oui, sur la Maison des Patrimoines. Oui, on demande Daniel. Voilà. Voilà, mais vous avez tout dit. Merci en tout cas d'être venu, Tikaï, nous dire tout cela. Il est 12h et pratiquement 48 minutes. On va rentrer dans le vif du sujet et dans l'actualité. Et là, on va revenir sur l'élection du maire de Terre-de-Haut, puisque vous savez que depuis que Louis Moulinier a été privé de ses droits civiques et politiques, il n'est plus maire de Terre-de-Haut, il fallait donc le remplacer. Alors bien évidemment, en face, il y a l'opposition conduite par Hilaire Boudet qui n'a ramené que 4 voix, et donc désormais le nouveau maire de Terre-de-Haut, c'est monsieur Loli Bonbon. On va tout de suite découvrir ce reportage d'Olivier Moradel. Résultat du vote: 1 nul, 3 Hilaire Boudet, 14 Bonbon Loli. Pour les 2 ans à venir, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je fasse avancer les dossiers de Terre-de-Haut. Donc à partir du moment où nous devrons travailler ensemble sur ces dossiers-là, toutes les bonnes volontés seront bienvenues. Et ensemble, je dis bien ensemble, parce que pour moi, il n'y a pas de majorité, de minorité. À partir du moment que nous sommes aux commandes, pour moi, c'est l'intérêt supérieur de Terre-de-Haut qui doit primer. Donc, M. Boudet prendra ses positions, ses décisions, et nous en tirerons les conséquences. Mais en tout cas, rien ne nous arrêtera en ce qui concerne la poursuite des choses. Une continuité, oui, dans la philosophie, mais un changement de pratique radical, parce qu'il n'y aura plus de maire tout seul qui décide, d'accord? Il y aura un travail en commun qui va se faire, avec une communication
lorsque les projets seront suffisamment avancés vers le plus grand nombre, afin justement d'associer un maximum de personnes. C'est exceptionnel que la mairie ait autant de personnes, même en période festive, et encore moins lors d'un conseil municipal dit normal. Donc on a profité pour rappeler aux conseillers municipaux leurs obligations, leurs responsabilités et aussi leurs défaillances. Et partant de là, devant la population, ce qui est toujours gênant pour un conseil municipal, je suppose qu'ils étaient gênés, mais enfin nous ne sommes pas responsables de la faute qui est sanctionnée aujourd'hui. Simplement, après, nous avons toujours été dans une démarche constructive. Quand vous allez jusqu'à prendre votre argent, votre temps et les mesures de représailles éventuelles que vous pouvez faire l'objet et d'aller devant les tribunaux pour défendre les intérêts de la commune, je pense qu'il n'y a pas plus belle preuve. Donc aujourd'hui, ces mêmes personnes qui disent défendre les intérêts de la commune, ce ne sont pas ces personnes-là qui défendent les intérêts. Nous, ce qu'on a voulu sensibiliser le conseil municipal, c'est en disant, si vous vous sentez responsable, si vous estimez que c'est la même mandature, si vous estimez que vous avez bien fait, tant mieux, vous continuez. Nous, on dit que ce n'est pas ça. Et par voie de conséquence, on poussait, on leur demandait, parce qu'on ne peut pas les obliger, on leur demandait de démissionner. Ils n'ont pas voulu le faire. Mais je sais pourquoi, pas pour éviter une élection à la population et prendre de retard dans l'instruction. Vous savez, depuis 4 ans, on n'a pas investi 1 euro ici. Voilà, bien évidemment, cette élection de maire de la majorité de M. Molinier ne change pas globalement la donne. Alors, il est évident qu'à Terre-de-Haut, tout le monde ne pense pas pareil. On verra aux prochaines élections. En tout cas, Hilaire Boudet, qui est l'opposant, on peut dire, depuis des années, depuis près d'une vingtaine d'années, à Terre-de-Haut, aura probablement une fois de plus à se présenter aux élections de 2020. Mais ça, c'est encore une autre histoire. En parlant d'âge, c'était les 50 ans du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. C'est ce qu'on appelait avant les pompiers. Ça s'est restructuré au fil des temps. Dans certaines communes, on trouve des casernes de SDIS. Dans d'autres pas, certaines municipalités ont plus ou moins bien accepté ce redéploiement du service des pompiers. Tout de suite, le reportage de Vianney Valverde, qui était justement au cinquantenaire du SDIS. Le service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe a subi une profonde réorganisation en 1968, qui était une véritable création finalement, puisque c'est le moment où on a fait disparaître les corps communaux pour unifier l'ensemble des sapeurs-pompiers au sein d'un service départemental d'incendie et de secours. Je pense que pour la distribution des secours, cette action a été déterminante, même si elle a été difficile à accepter pour les maires, peut-être même pour la population à l'époque. On changeait vraiment beaucoup de choses. Mais c'est cette départementalisation en 68 qui a permis au service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe d'avoir aujourd'hui un parc de matériel qui lui permette de lutter contre les incendies, contre les accidents de la route, contre les malaises, mais aussi des moyens pour des équipes spécialisées, des moyens pour intervenir sur les risques technologiques ou pour intervenir en mer. Donc ça a été vraiment une étape très très forte dans le changement de notre SDIS, et si vous interrogez nos anciens, ils vous diront tout le bien qu'ils pensent de cette départementalisation. Donc aujourd'hui, nous mesurons le chemin parcouru depuis cette année, depuis 1968 jusqu'à ce jour. Et donc, à travers tout cela, je voudrais remercier tous les présidents qui se sont succédés, tous les pompiers, je dirais professionnels volontaires, tout le personnel administratif, technique et de service, tous ceux qui ont contribué pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir un SDIS aussi performant et que aujourd'hui tout le monde constate les prouesses, je dirais, des hommes du feu. La naissance, je dirais, du SDIS date de 1968. Mais bien avant, des hommes et des femmes ont vu qu'il était important de se regrouper
face à un incendie, face aux événements malheureux que nous connaissons dans notre pays, que ce soit un cyclone, que ce soit un tremblement de terre, il faut obligatoirement des gens, aujourd'hui des hommes et des femmes, puisque j'ai honoré aujourd'hui les femmes qui sont à côté des hommes, qui sont pompiers volontaires, qui sont techniciens et qui ont osé parfois prendre des risques en laissant la famille pour aller se former. Donc merci à ces hommes et ces femmes et longue vie aux SDIS au service de la Guadeloupe. Voilà, il est 12h55, vous êtes avec nous depuis 12h30, on va prendre une pause publicitaire, on va se retrouver tout à l'heure en direct du ZCL toujours et bien sûr de nos deux radios, C10 FM la 103 et RHT 89.8. A tout de suite, pas débrancher, restez avec nous. Voilà, il est 13h et on se retrouve pour la suite du ZCL en direct, donc de Canal 10 en direct aussi, de C10 FM si vous êtes en voiture, et de RHT Radio Haute Tension. Je vous l'ai dit, on va recevoir Ingrid Paoli, elle est formatrice du CERAC. Alors le CERAC, je viens de l'apprendre, ça signifie sourd, entendant, recherche, action, communication, n'est-ce pas Ingrid? Tout à fait. Alors expliquez-nous un peu pourquoi sourd et entendant. Ah, donc il faut faire la différence entre une personne sourde et une personne entendante. Donc l'entendant, c'est nous, et la personne sourde, c'est celui qui naît sourd ou suite à une maladie ou un accident qui perd l'audition. Alors on dit plus malentendant, ça se dit plus. Il y a une différence entre le sourd et le malentendant. C'est encore une autre catégorie. Ben, les malentendants, ça peut être nous demain. Ah d'accord. Oui, bien sûr. Ou un accident. Donc, vous m'avez dit vers 70 ans de malentendant, c'est ça? À peu près. Oui. On a encore le temps. Bien, alors, le CERAC fonctionne et donc vous vous occupez de la langue des signes pour les bébés. Ouais. Alors, comment on dit bonjour pour un bébé en langue des signes? Bonjour mon bébé, comment vas-tu? Et il comprend le bébé? Ah, ben alors c'est tout à fait le concept. En fait, je propose aux parents et aux professionnels de la petite enfance un outil ludique, simple et efficace, les signes pour bébé. La langue pour les bébés sourds ou bien pour les bébés normaux? Non, pas du tout. C'est pour les enfants entendants. Il n'est pas destiné uniquement aux bébés sourds. Ah, d'accord, pour les entendants. C'est encore autre chose. Oui, c'est d'autres structures. Là, on parle vraiment pour les enfants et les bébés entendants. Oui. Donc la langue des signes pour bébé permet la communication pour les enfants qui ne peuvent ou qui ne savent pas encore parler. Le concept, en fait, il vient vers la fin des années 80 aux États-Unis. C'est Joseph Garcia, un jeune étudiant américain, qui remarque que les enfants entendants, issus d'une famille sourde, pouvaient communiquer dès l'âge de 9 mois avec les parents. Ils pouvaient s'exprimer, échanger, contrairement à des enfants entendants issus d'une famille entendante. C'est-à-dire, j'ai un enfant entendant, nous parlons, mais cet enfant met beaucoup plus de temps à pouvoir parler. La parole vient beaucoup plus tard. Contrairement à des enfants entendants qui sont issus d'une famille d'un papa ou d'une maman sourde. Parce que eux, ils vivent dans un univers de signes. Donc en fait, il fait découvrir au grand public l'avantage et l'utilité des signes pour enfants, pour les enfants et les bébés entendants. Alors, quels sont les bienfaits de ce langage des signes pour bébés? Alors, il faut savoir que le concept quand même est arrivé dans les années 2006 en France et en Guadeloupe en 2015 par l'association CERAC. CERAC, bien sûr. Voilà. Alors, les bienfaits, donc comprendre les besoins, surtout permettre au bébé de s'exprimer autrement que par des pleurs et par des cris. Renforcer, développer des interactions et surtout aussi renforcer une confiance en soi avec les parents et l'entourage. Mais alors, je pose quand même la question, un enfant qui apprend, à qui on enseigne le LSB, le langage... La langue des signes pour bébé. Mais si cet enfant, il est entendant normalement, ça ne le perturbe pas C'est une très bonne question. En fait, la langue des signes pour bébé ne retarde pas du tout le langage, et je le précise bien. Pourquoi? On accompagne le signe avec la parole. Est-ce que tu veux encore manger? Oh, mais tu m'as l'air fatigué. Alors, j'explique. L'utilisation de la langue des signes n'est pas destinée uniquement aux enfants sourds.
D'ailleurs, on remarque les bénéfices qu'elle apporte pour les enfants qui ont les troubles du langage, la dysphasie, ou certains enfants autistes. Alors je m'explique. À partir de 7 mois, le bébé il rentre dans une phase d'imitation. En fait, il reproduit les gestes des adultes qui l'entourent. Oui. Alors c'est tout naturellement que les premiers gestes arrivent, comme non. Au revoir. Oui, au revoir. Oui. Envoyer des bisous. Oui. Applaudir. Applaudir. Oui. Faire les marionnettes. D'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que les organes phonatoires mettent beaucoup plus de temps que la maturation de la motricité manuelle. D'accord. Autre question. J'imagine qu'au CERAC, vous formez des spécialistes dans le langage des signes. Dans la langue des signes pour bébé. Combien de temps il faut pour devenir un spécialiste? Si par exemple, je veux faire mon journal uniquement en langage des signes, il me faudrait combien de temps pour apprendre ce langage? Alors attention, là, on parle aujourd'hui de la langue des signes pour bébé. Mais pour complètement adultes, différent. Pour les adultes, c'est pas la même chose. Alors, si je réponds à votre question par rapport aux professionnels, si on parle par exemple des orthophonistes ou les professionnels de la petite enfance, on fait vraiment la formation Timoun Kassigné ou les ateliers LSB, c'est-à-dire langue des signes pour bébé. D'accord. Après, maintenant, vous me parlez de votre journal. Si vous voulez avoir un traducteur, un interprète, d'ailleurs vous l'avez tous les vendredis soirs, ça c'est encore autre chose. C'est une autre formation qui est beaucoup plus longue. D'accord. C'est la formation en langue des signes française. Nous, c'est la langue des signes pour bébé. En fait, je m'explique. On utilise, en fait, on pioche des signes qui viennent de la langue des signes française que l'adulte va reproduire en même temps qu'il parle. On signe, on parle. Pourquoi tu pleures? Oh, tu as mal. Tu es triste. Tu es en colère. Donc en fait, on pioche. Mais ce n'est pas la langue des signes française. Il faut faire abstraction. Parce que la langue des signes française, c'est une construction complètement différente. Il faut respecter la syntaxe et la grammaire. Il y a un code, quoi. Non, c'est pas un code. Non, c'est pas un code. Non, la langue des signes française, c'est vraiment une langue. Ils se sont battus pour ça. Elle est reconnue depuis 2015, donc on ne peut pas dire un code. Parce que quand on dit un code, c'est un langage. Le langage veut dire code. Là, on parle vraiment de la langue. Là, c'est la langue des signes pour bébé, c'est-à-dire je pioche des signes de la langue des signes française, mais je parle en français. Or, la langue des signes française, on ne fait pas de français. Il n'y a pas de parole. Voilà. Voilà. Donc ça signifie qu'il pourrait avoir une langue des signes en créole? Ah, mais on s'adapte au pays. Mais on a raison. Mais justement, dans nos comptines, dans notre fameux disque que vous avez devant vous. Oui, le disque. Alors, c'est dans l'autre côté, de notre côté. Voilà, c'est beaucoup de comptines, donc on connaît tous, mais il y a aussi des comptines en créole, mais bien sûr qu'on adapte, mais tout à fait, au contraire, on est très ouvert sur, là il n'y a pas très longtemps, on m'a appris une chanson en créole sur Noël, j'ai plus l'air, excusez-moi, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, donc voilà, je l'adapte, au contraire, on est très ouvert, plus on m'emmène des supports, des chansons, des comptines en créole, mais on y va quoi. Alors, à combien de mois un bébé peut commencer à signer, à parler en à partir de 7 mois. C'est extraordinaire de voir un enfant de 8 à 10 mois qui ne peut pas prononcer le mot chocolat, par contre, il peut le restituer en signe. Chocolat. Est-ce que ce langage des signes pour bébé peut conduire le bébé qui grandit, qui devient adulte, au langage des signes pour adulte? Est-ce que le fossé est aussi grand qui fait que on ne peut pas passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire que le langage des signes pour bébé n'est que pour les bébés? Non, pas du tout. En fait, en faisant la langue des signes pour bébé, vous avez énormément de vocabulaire qui vient de la langue des signes française. Donc vous avez une acquisition, quand vous faites ces ateliers, vous avez plus le vocabulaire, il est français. Ah mais bien sûr, vous avez plus de 300 signes, c'est énorme, ce que vous n'avez même pas quand vous commencez une formation au niveau A1 classique en langue des signes. Donc en fait, votre formatrice, là, elle est entendante. Elle est animatrice bilingue, entendante. Donc elle va vous donner toutes les clés pour justement, si vous voulez après faire la langue des signes. Maintenant, si on parle de l'enfant, les parents, depuis tout petit, signent. Soit l'enfant continue à signer parce que ça l'amuse, il est content, mais ça n'alterne pas du tout au langage, ou alors au fur et à mesure qu'il va évoluer, il va laisser tomber les signes. Alors des fois les parents sont un peu tristes, après c'est encore d'autres parcours, vous avez des parents qui tombent amoureux complètement de la langue des signes pour bébé et qui ont envie de continuer dans la langue des signes française, comme moi je l'ai fait. Moi j'ai fait un peu tout le contraire, j'ai fait d'abord de la langue des signes française, je suis tombée amoureuse et après on a développé le concept. Ils sont grands maintenant, ils parlent en langue des signes? Alors je suis maman de 4 enfants, effectivement, et
Moi, j'ai appliqué pour le 4e parce que j'ai découvert la langue des signes pour bébé pour le 4e. Il a quel âge maintenant cet enfant? Il a 9 ans. 9 ans et ici. Mais bien sûr. Oui. Ce que j'adore, c'est quand on est à l'école et qu'il y a des réunions, qu'il est dehors, on communique. D'accord. Bien sûr. Et j'ai été surtout très fière parce que chaque année, dans les écoles, on fait la semaine des langues. Oui. Et cette année, eh ben, il a dit à son professeur, c'est super, et la langue des signes. Oui, question. Alors là, son professeur lui a dit, mais écoute, vas-y, montre-nous ce que tu peux nous apprendre. Et moi, j'ai été assez fière parce que c'est quand même notre but au CERAC, c'est de diffuser, que la langue des signes soit banalisée. Il faut la diffuser. Après tout, dans les écoles, on apprend le créole, on apprend l'anglais depuis la maternelle, etc. Et la langue des signes. Oui, mais sauf que, oui, mais comme vous venez de dire, la langue des signes, il faut l'adapter aussi au pays. Alors, oui, enfin, oui. Mais parce que ça... bonbon bitin en créole, je ne sais pas comment on dira ça en langue des signes. Bonbon bitin? Ouais. C'est exactement comme en français? Bonbon bitin, donne-le-moi quoi. Donne-le-moi. Ben oui. Quinoa. Quinoa? Ouais. C'est quoi? C'est quoi ton nom à toi? Oui. Donc c'est le même langage en créole et en français. Ça va? Mais oui. Ola Okaï. Qui j'enriais? Et Ola Okaï. Kapati où ça? Ah, vous me piégez. Heureusement que je maîtrise créole. Non, je vous fais faire. Alors, donc, il n'y a pas de risque de retard sur le langage? Non, aucun retard de langage, puisque je l'ai bien dit, on accompagne toujours le signe avec la parole. D'accord. Donc, nous parlons. Bien, alors, est-ce que c'est... Bon, j'imagine que la question se pose, mais enfin, on le dit quand même. Est-ce que c'est approprié pour les structures de la petite enfance? Très bonne question. Oui. La langue des signes pour bébé est de plus en plus demandée dans les crèches, les haltes garderies. Pourquoi? Les crèches qui ne sont pas fermées. Oui, malheureusement. Oui, pour celles qui peuvent encore résister à tous les alinéas. Effectivement. Donc, alors pourquoi? Ben, déjà, goût à la communication, aide au langage, mais surtout déjà beaucoup plus de calme parce que les enfants pleurent moins. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant, quand il va pouvoir restituer les signes, c'est pour pouvoir exprimer des émotions, des envies, des besoins. Donc résultat, moins de pleurs, moins de frustration, moins de colère et une communication beaucoup plus riche et une relation forte entre les parents et l'entourage. Donc c'est la même chose qui s'installe dans les crèches puisque les professionnels vont être formés. Et puis surtout, le point très important, c'est que quand vous avez une crèche et une garderie qui est apte à signer, faire la langue des signes pour bébé, ça veut dire qu'ils sont aptes à accueillir un enfant sourd ou le parent sourd. Alors ça signifie que le CERAC forme... Tout à fait, on forme les professionnels. Quel est le cycle de formation? Comment ça s'organise? Alors, si c'est les mamans qui veulent découvrir les ateliers bébé signes, c'est 12 heures. C'est tous les samedis, pendant toute l'année, donc ça fait à peu près 2 mois. Elles ont acquis plus de 300 signes, ce qui est énorme. Donc ça, c'est le niveau 1. Et après, toujours au mois de juin, on fait le niveau 2. Pourquoi le niveau 2? Parce que c'est pour les thèmes qu'on n'aurait pas vus. Par exemple, quand on a un atelier qui démarre entre septembre et novembre, elles n'auront pas vu, par exemple, les comptines de Noël, la galette des rois. Donc pourquoi au mois de juin, il y a ça? Après, les formations pour les professionnels de la petite enfance, ben, vous imaginez que c'est beaucoup plus long. Parce qu'on va travailler sur leur support. Les supports de la crèche, et puis c'est surtout comment ils vont le diffuser aux parents. Parce que c'est bien gentil, l'enfant il va signer à la crèche, gâteau, la pomme, mais quand il va rentrer à la maison, s'il demande à sa maman, le lendemain elle va aller voir, oui, mon fils il me fait ça, mais je comprends pas. Donc voilà, on apprend comment diffuser les signes aux parents, et puis surtout comment travailler leur support. D'accord, alors, cette formation, elle est payante, j'imagine? Oui. Elle est payante. Oui, lourdement payante. Non, vous avez différents prix. Vous avez ceux, par exemple, qui sont demandeurs d'emploi, donc il y a des tarifs, après il y a les prises en charge, et puis il y a les tarifs aussi pour les particuliers et aussi pour les jeunes étudiants. Oui, alors est-ce qu'il faut venir en sachant déjà quelques petits signes ou bien on part à zéro sans rien savoir? On part à zéro, aucun prérequis. Ah bon, aucun? Alors, la formation Timoun Cassigné, qui est beaucoup plus longue, alors là, la formation Timoun Cassigné, par exemple, ce sont pour des animateurs, futurs animateurs, qui travaillent dans des centres de loisirs, donc vont travailler sur leur support pédagogique. Donc là, c'est une formation beaucoup plus longue. Elle dure 50 heures, c'est-à-dire entre 3 et 4 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont 30 heures de langue des signes et 20 heures d'animation. Les ateliers bébé signes, je vous ai dit, c'est 12 heures. Donc c'est plus court, c'est 2 mois. C'est vraiment 2 choses différentes. Mais tout ça, on peut aller voir sur le site www.cerac-gp. Jette un petit coup d'œil rapide sur votre vidéo. Oui. Parce qu'elle est 13h14 minutes, vous avez pratiquement tout dit, Ingrid. Je parle beaucoup. Oui, non, mais je me rends compte. Vidéo tout de suite, c'est parti. Car mon loulou, je suis
Dîner avec les bébés, c'est super pour commune. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Allez, on fait la pluie. Aussitôt qu'il pleut, on est content. Il est tout heureux. Il sort la tête. Il sort sa tête. Yes. Il sort sa tête. Et là, on fait bravo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Où? La tortue on se rappelle la chanson, la famille tortue? 1, 2, La famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue iront toujours au pas. Bravo. Ah, j'aime bien. C'est pas il. Il vibre. Il vibre. Alors, hop, elle met ses lunettes et elle dit les SMS. Les messages. Oiseau, poule. Ça, je peux mettre la petite aile. Le lapin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le papillon. Mais, manger. Très bien. Papa. Peur. Du côté du cœur. Ok. Musique. Très bien. Alors maintenant, par exemple, vous pouvez tomber sur le chat qui a soif. Ça veut dire qu'il faut signer. Donc, chat. Moi, je signe avec une main, mais vous savez pas. Chat. Voilà, chat, soif. Voilà, très bien. Bien. On fait le malléole. Là. Là. Et hop. Non, 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 pas comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, on passe. Regardez, regardez. 1, 2. 1, 2. 1, 2. C'est bon. Juste le pouce. Bonjour et bienvenue chez moi à Petit Canal. Je suis Axel Collangean, présidente de Ballon au Canal. Pour nous aider à faire bouger les lignes à Petit Canal, Ballon au Canal vous invite à son grand midi-minuit. Rendez-vous le samedi 31 mars, samedi Gloria, à la ferme Allée du Moulin à Petit Canal à Cluny. Au programme, bon manger local, animation avec du gros cas, de la danse indienne et le groupe Dynasties en live. 25 € en prévente, 30 € sur place. Infoline 06 90 00 22 07 et Facebook Ballon au Canal. Vin bonne Fosla. Dynasties, combat, le combat. Chantez. Voilà, il est 13h18. Vous le savez, la semaine de la presse a commencé chez nous à ZCL depuis déjà une semaine et pratiquement chaque jour depuis lundi dernier, nous recevons un journaliste ou un communicant. Nous avons déjà reçu des confrères et des consoeurs de ces métiers-là et aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir le rédacteur en chef des Nouvelles Semaines, Jacques Dancal, lui-même en direct. Bonjour. Bonjour, Dani. Alors, la thématique cette année pour la semaine de la presse à l'école organisée par le CLEMI, c'est d'où vient l'info. Alors je pose la question, d'où vient l'info?
Elle vient de partout. C'est ce que nous disons d'ailleurs aux jeunes qui viennent chez nous. On a un accord avec le CLEMI, avec le rectorat, justement pour diffuser, faire la promotion des médias. Des journalistes en herbe. Les journalistes en herbe, voilà, on les a soutenus. On a eu des journaux d'école que nous avons imprimés. On les imprime gratuitement. On fait des exemplaires supplémentaires pour eux. On reçoit des classes. On a quand même de très bons rapports. Alors effectivement, le gros problème pour nous, c'est expliquer d'où vient l'info quand il y en a autant. Oui. Mais la question n'est peut-être pas d'où vient l'info, mais d'où vient la vraie info. La vraie info, parce qu'il y a des fakes maintenant. C'est surtout ça. Ça dit que nous, on essaye de leur expliquer que le journalisme, c'est avant tout une information qui est vérifiée, qui est fiable, parce que nous avons des obligations, nous avons une déontologie que nous devons respecter, et surtout, nous sommes redevables aussi devant nos lecteurs de tout ce qui peut se passer après, s'il y a des contestations, des procès. Donc nous sommes responsables de l'information que nous donnons. Donc la première chose que nous faisons, c'est la vérifier pour qu'elle soit le plus juste possible. C'est ça. Et cette information-là, elle vient de partout, mais ce qui fait la différence avec toutes les autres, c'est qu'elle est vérifiée, elle est fiable, il y a un minimum de rigueur qui garantit en fait la véracité des propos que nous tenons. Et puis surtout, on est aussi les gardiens d'un certain nombre de libertés, c'est-à-dire que plus il y a de l'info vérifiée, plus la liberté des individus est garantie parce qu'ils peuvent diffuser ce qui est juste à travers nous, bien sûr. Parce qu'il y a de plus en plus de confusion entre ce qu'on appelle les réseaux sociaux, aussi bien Instagram, Facebook ou autre WhatsApp, et la vraie information. Comment on fait le distinguo? Qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune qui nous regarde aujourd'hui ou un adulte qui est adepte à son smartphone et à WhatsApp? Alors, ce qu'on peut lui dire, c'est que justement les médias existent pour ça, qu'il faut qu'il vérifie son info auprès des gens dont c'est le métier. C'est-à-dire exactement comme quand il a une information, il rencontre un ami qui lui dit mais tu as le bras qui te fait mal, c'est certainement ton coude qui est cassé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un médecin. Si on lui dit mais écoute, de toute façon tu peux hériter de tous tes voisins, mais la première chose qu'il va faire, il va demander à un avocat ou à un notaire dans le pire des cas ou à une personne habilitée à la mairie. Donc c'est important de savoir qu'il y a des gens dont c'est le métier de diffuser de l'information, de la vérifier et de leur dire ce qui est juste. À partir de ce moment-là, les réseaux sociaux deviennent un apport complémentaire et d'ailleurs, les médias utilisent aussi les réseaux sociaux parce que nous, par exemple, les journaux, nous utilisons nous aussi Facebook, nous utilisons WhatsApp, on utilise Instagram, Snapchat, Twitter. Tout le monde utilise les réseaux sociaux pour donner des informations, mais ce qui change, c'est la signature. C'est la signature. On sait que c'est Canal 10 qui va donner cette information-là, que c'est l'Express, que c'est France Antilles, que c'est Nouvelle Semaine, Antenne 2, le Progrès social. Voilà, tout à fait. Tous les médias sont sur les réseaux sociaux. Ça prouve bien que c'est juste un canal, un réseau social, pour diffuser de l'information, comme l'information médicale, on peut l'avoir de n'importe qui. Eh bien, c'est pareil pour l'information, mais il y a des professionnels qui sont en charge de vérifier, de dire ce qui est juste. Alors, il y a une révolution qui a atteint les médias depuis, on va dire, une vingtaine d'années, grosso modo, mais plus récemment, depuis peut-être 15 ans, c'est le numérique. Alors, ce choc du numérique, beaucoup de gens disent « Ah, ça y est, le papier va disparaître ». Enfin, j'entends ça depuis 30 ans, 20 ans, que le papier va disparaître. Comment vous êtes journaliste papier, vous résistez au choc du numérique? Alors, quand la télévision est apparue, aussi, on a dit la radio, ça va disparaître. Les journaux vont disparaître. Alors, finalement, ils n'ont pas disparu, ils ont trouvé une place différente, il s'est resté complémentaire. Moi, je crois qu'il est clair que l'arrivée du numérique a un impact considérable, tout simplement parce que pour nous qui sommes des médias payants, parce qu'il faut acheter le journal, ou il faut quand même regarder la télévision, ça veut dire qu'on paye d'une certaine manière l'information qui est donnée. Il est clair que la gratuité réduit forcément l'accès aux journaux papier, parce que bon, on n'a pas envie de payer. Mais il n'empêche que ça remplit quand même une fonction qui est un petit peu différente. L'information instantanée, on a besoin parfois d'une lecture sur le papier qui prend plus de temps, qui permet d'avoir du recul. Mais une chose est certaine, c'est que les formats vont changer. Les formats vont changer parce que nous-mêmes aussi, nous devenons complémentaires de ce qui se passe sur le numérique. Donc on en tient compte. La lecture, la manière même de monter le journal, de le composer, tient compte des écrans. Ça tient compte des écrans, les yeux ne fonctionnent pas pareil. Un jeune ou une personne, mais maintenant tout le monde a un
smartphone, qui a l'habitude de lire sur un écran, quand il prend un papier, il garde des habitudes de lecture. Donc nous aussi, nous en tenons compte. Hein. On a plus d'images, on a des... Les formats sont moins longs. Oui. Voilà, les textes sont moins longs. Les gens peuvent aller... Alors nous, par exemple, on peut avoir une information. Beaucoup de journaux font ça. Et le dossier complet peut être lu en ligne pour ceux que ça intéresse. Donc il y a vraiment quelque chose de complémentaire. Et dans le même temps, le journal garde cette souplesse de papier, on peut l'emporter à la plage avec soi, ça ne demande pas d'être rechargé, ça n'a pas de batterie, etc. Il y a toujours du réseau quand on a un journal papier en main, parce qu'on peut toujours lire. Je crois qu'il y a quand même des avantages qui vont rester, mais il est certain qu'on est dans un changement de modèle économique, dans une transformation. Et puis il y a le dernier point, c'est toujours l'objectivité de l'information qui est sur le papier. Ça a l'avantage d'être écrit, ça ne disparaîtra pas. Donc c'est une complémentarité finalement entre les deux. La télévision n'a pas tué le cinéma. Alors, la dernière question, et elle vous concerne directement, comment on réalise un hebdomadaire? Parce qu'il y a plusieurs formats, il y a le mensuel, il y a le quotidien, mais il y a aussi l'hebdo. Alors quand on est dans un hebdo comme Nouvelle Semaine, comment ça se fait? Comment on le fait techniquement, pratiquement? Alors chaque semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble l'information, on la récupère de partout, avec nos reporters qui sont sur le terrain, avec des agences de presse auxquelles nous sommes abonnés, celles que nous consultons à l'extérieur, par exemple pour la Caraïbe, etc., pour les États-Unis, évidemment pour la France, on a l'agence France Presse. Donc on rassemble les informations, on distribue les reportages à faire lors d'une conférence de rédaction, on décide quels seront les sujets les plus importants. Par exemple, cette semaine, on a la semaine de la formation professionnelle, semaine régionale de la formation professionnelle, on sait que nous devons suivre ça, mais il y a eu des événements entre-temps, le LCDM a bloqué la mairie de Bémao, on est dessus, il y a toute une série d'événements, donc on choisit les sujets, on les arrête et on sait que le jour où on va imprimer, donc il y a toute avant, il y a toute la phase de mise en page, de récupération des photos, des images, des choix graphiques qui vont être utilisés. Évidemment, on a une charte graphique qu'on respecte et à ce moment-là, on met tout en page. Nous, on le fait entre le mardi et le mercredi pour une impression le mercredi dans la nuit, le journal étant façonné aussi pour qu'il soit distribué le jeudi. On se retrouve tout de suite après la pub pour parler un petit peu du métier lui-même, puisque beaucoup de jeunes posent la question, est-ce qu'on peut être journaliste? Est-ce que c'est un métier compliqué et difficile? J'ai eu l'occasion de poser la question à d'autres confrères. On vous retrouve tout de suite après la pub pour répondre à ces deux questions. Voilà, il est exactement 13h30, ça fait 1 heure que nous sommes avec vous et nous serons encore avec vous pendant encore une demi-heure. Pour l'instant, nous sommes avec Jacques Dancal, le rédacteur en chef de Nouvelle Semaine, qui est venu dans le cadre de la Semaine de la Presse. Dans un instant, on va retrouver Jean-Luc Divial avec lui, c'est le grand patron du Roussika, mais on va trouver cette émission, cette rubrique ou cette chronique d'Amisso, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, Jacques, beaucoup de jeunes posent la question, est-ce que le journalisme, c'est un métier difficile? Alors, ou passionnant? Passionnant certainement, mais tous les métiers sont difficiles quand on veut les faire bien, je crois. Hein, il n'y a pas de métier facile, il y a les métiers qu'on aime ou les métiers qu'on n'aime pas. Oui. Donc, je crois que le journalisme... Qu'est-ce qui fait que vous aimez le journalisme, par exemple? D'abord parce que j'aime le contact humain, j'aime cette recherche d'information, il faut un minimum de curiosité. Je crois que c'est un métier où on a beaucoup de liberté dans la manière de travailler. On va au contact des autres, on est au cœur des événements, ce qui est quand même un privilège, hein, je me dis. Hein, on est toujours là où ça se passe. On a la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de gens, de pouvoir échanger avec eux, et on a la chance aussi de pouvoir partager. Moi, je crois qu'il faut non seulement être curieux, mais il faut être généreux. Il faut avoir envie de partager ce qu'on sait, ce qu'on apprend. Et il y a un peu de sacerdoce, un peu comme dans des métiers de la santé ou de la formation. C'est parce qu'on a envie de dire aux autres ce qui s'est passé. Je crois que c'est ça qui nous motive le plus. L'échange, la capacité de rencontrer plein de gens et cette générosité, ce besoin d'échanger, de donner aux autres. Alors, c'est évident que ça n'est pas facile. Mais nous, on est quand même dans des environnements sécurisés. Nous avons des confrères, Danick, vous-même avez eu l'occasion de rencontrer beaucoup de vos confrères qui sont dans d'autres continents. Pas très loin de nous, hein, que ce soit en Haïti, par exemple, à Saint-Domingue, voilà, où des gens se font tuer des gens se font tuer simplement pour leur métier. Et je ne parle même pas des zones dangereuses en Afrique centrale ou bien dans les pays arabes ou en Amérique du Sud, où c'est très difficile. Donc il y a de vrais dangers. Alors évidemment, il y a
toute une partie aventure qui existe de moins en moins parce que c'est plus l'époque des grands reporters qui faisaient rêver. Jack London. Voilà, c'est un peu terminé, mais il n'empêche qu'on l'a vu lorsqu'il y a eu les catastrophes naturelles, on a vu que quand même il y a un vrai investissement physique pour faire ce métier-là, surtout pour ceux qui sont en télévision par exemple, qui sont sur le terrain avec leurs caméras, qui sont dans les intempéries. Ça reste un métier passionnant, mais fondamentalement il faut aimer ça, il faut aimer partager. Je crois que ce sont les deux aspects. Alors, vous avez eu l'occasion, parce que beaucoup de jeunes me disent, ah oui, mais quand on est journaliste, on voyage beaucoup, on connaît beaucoup de gens. Est-ce que ce côté un petit peu mythique du journalisme existe encore? Alors, les voyages forment la jeunesse et forment les journalistes? Oui, tout à fait. Il existe toujours. Alors, certainement moins qu'avant, parce que maintenant qu'il y a tous les réseaux sociaux, qu'il y a d'énormes moyens, des satellites, alors évidemment, on n'est pas obligé de courir chercher l'information, mais il y a beaucoup qui ont la chance de voyager. Et moi, d'ailleurs, je conseille à tous les jeunes qui ont l'occasion, même s'ils ne deviennent pas journalistes professionnels à la fin, mais qui ont l'occasion de le faire dans le cadre des investigations, dans le cadre des enquêtes, dans le cadre de suivi d'événements, qui peuvent le faire à l'étranger. Ce sont des expériences extraordinaires. Je vois que tous, parmi tous ceux qui, d'ailleurs, Jean-Luc Divial a été présenté comme un auteur, mais il est aussi journaliste. On le sait. C'est une expérience extraordinaire que d'être à l'étranger, d'être confronté à d'autres cultures, à d'autres événements, d'en parler avec eux. Moi, je crois que ce côté-là fait toujours rêver. Et quand bien même ce soit moins accessible qu'avant, c'est toujours intéressant. Alors, on va faire un petit clin d'œil à nos amis de l'UJMG. Vous avez eu, en tant que journaliste, à rencontrer d'autres confrères sur d'autres continents, particulièrement en Afrique. Est-ce que quand vous voyagez dans ces pays-là, vous sentez la même passion ou les mêmes difficultés qu'en Guadeloupe, qu'on est journaliste en Afrique, par exemple, avec qui vous avez des contacts d'ailleurs, il faut le dire? Oui, tout à fait. Alors, l'Union de la presse francophone a une représentation en Guadeloupe au travers de l'UJMG, l'Union des journalistes des médias guadeloupéens, présidée par M. Durizo. On salue d'ailleurs. On salue au passage les spectateurs. Voilà, tout à fait. Et en fait, c'est vrai que lorsqu'on est à l'étranger, c'est la même passion. Je crois qu'on dans beaucoup de pays, surtout des pays dits émergents, où les conditions de vie sont parfois beaucoup plus difficiles que les nôtres, on sent bien que c'est la passion qui anime ceux qui font ce métier-là. Et donc on la partage avec eux. Ce sont toujours des expériences extraordinaires. On a eu l'occasion de le voir au Sénégal, à Madagascar, au Togo, où vous étiez avec nous aussi. Et puis tout récemment, vous étiez en Guinée. Moi je ne disais pas, mais vous étiez en Guinée. Oui. C'est cette passion-là qui anime, toujours la même volonté de partager. Et surtout, les journalistes dans ces régions-là sont convaincus de participer aussi à l'édification d'une société de liberté. Parce qu'on est quand même les garants de cette liberté-là. Oui. Parce que justement, nous emmenons l'information qui est vraie, qui est juste à nos risques et périls, à leur risque et péril. Souvent, parce que les risques ne sont pas les mêmes pour nous, on ne risque pas d'être jeté en prison si on critique le préfet en Guadeloupe. Enfin bon, ça peut arriver. Jacques, vous n'auriez pas voulu être journaliste en Russie en ce moment? Oh, oui, c'est très difficile. Antioquie. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas les conditions dans lesquelles les gens vivent dans ces pays-là. C'est extrêmement difficile, avec des salaires qui sont très faibles et puis surtout des risques pour leur vie. À Saint-Domingue ou en Haïti, régulièrement des journalistes sont abattus. On l'a vu en Haïti l'an dernier, qui malheureusement compte au nombre des pays où les journalistes sont le plus souvent soit mis en prison, jetés en prison, soit tout simplement assassinés. Jacques Dancal, en tout cas, merci d'être venu témoigner dans le cadre de cette journée de la presse. On revient à l'actualité et on va parler de la mobilisation d'Air France, puisque depuis à peu près une semaine, les salariés d'Air France sont mécontents. Ils le font savoir, ils se sont mobilisés devant le siège de la représentation d'Air France en Guadeloupe. Ils réclament bien évidemment plus de moyens humains, puisque depuis quelques années, depuis à peu près 9 ans, disent-ils, le personnel n'a cessé de décroître. Les gens qui partent en congé ou en retraite ne reviennent pas et ne sont pas remplacés. C'est une des raisons pour lesquelles l'UNSA s'est mobilisée. Tout de suite, le reportage de Jeff Taylor. La situation d'aujourd'hui, elle est assez délicate en fait. Moi je suis un agent de la piste
Et on s'aperçoit qu'il y a une attrition des populations actuellement à Pointe-à-Pitre par le biais des différents PDV qu'on a eus depuis ces dernières années. Et au final, ce qu'on constate, c'est qu'on donne toujours plus de notre temps et de notre force. Et au final, l'entreprise ne répond pas aux doléances, c'est-à-dire qu'on demande des embauches tout simplement, quoi. Parce que là, l'entreprise revient sur les meilleures fortunes. Et c'est la suite logique des événements de dire à un moment, il faut qu'on arrive à avoir un effectif suffisant pour faire passer une activité correctement avec les salariés et les jeunes intérimaires qui sont en attente d'embauche. Jusqu'à présent, ça fait depuis 2009, il n'y a plus d'embauche au sein de l'entreprise. On s'aperçoit qu'actuellement, en métropole, on a ces possibilités. Et donc, nous, on demande également que les jeunes Guadeloupéens puissent être embauchés à Pointe-à-Pitre. C'est le résultat naturel. Le bénéfice est de retour. Donc, il faut aussi qu'on ait une réponse à ce niveau-là, ce que la direction aujourd'hui n'entend pas. En nous disant que pour l'instant, ça n'est pas possible d'embaucher, alors qu'ailleurs, dans d'autres régions métropolitaines, maintenant que les conditions sont meilleures à Air France, il y a des embauches qui se font. Par contre, en Guadeloupe, ça n'est pas possible. C'est ce que nous dit la direction locale. Alors nous disons que non. Maintenant que Air France est revenu à des bénéfices, on devrait pouvoir réembaucher pour que les collègues ici qui sont présents puissent travailler dans de meilleures conditions. Nous avons des petits jeunes qui sont là depuis un certain temps, qui méritent d'être embauchés. Donc c'est ce que nous disons à la direction. Pour pouvoir retrouver des conditions normales, il faut embaucher ces jeunes et prendre également d'autres jeunes en CDI pour que l'activité puisse continuer dans de meilleures conditions. Bien écoutez, c'est la seule réponse qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont réagi par rapport à notre mouvement de grève en appelant des personnels de Cayenne, de Fort-de-France, de Paris, pour pouvoir travailler et donc essayer de nous essouffler. Mais nous sommes forts, n'est-ce pas? Nous sommes forts? Oui! Nous sommes forts et déterminés, donc nous espérons que la direction entendra en tout cas notre voix. Voilà, 13h39 avant de retrouver Jean-Luc Divial, un dernier sujet. Là, nous allons revenir vers les abîmes, puisque vous savez que se tenait la première grande foire des amis avec notre ami Gérard Hiller, une foire qui visiblement a mobilisé les Guadeloupéens. C'était une expérience qu'il fallait tenter. Tout de suite, le reportage de Jeff Joigny. C'est la grande foire du Rézé. Il le fallait parce que je suis natif du Rézé. Il faut faire un truc pour le Rézé. Et là, on a réuni la Guadeloupe parce que tous les acteurs économiques dans la production locale sont là. Et c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment le temps parce que l'objectif, c'est le mieux vivre ensemble de leur quartier. Et c'est normal pour nous de pouvoir inviter tous ces gens-là à venir nous rejoindre sur le site du Rézé au Carbet, parce que où se trouve le siège de l'association aussi. Mais un objectif, ce serait tout le temps de pouvoir mettre en place la créativité, la production locale, parce qu'il faut nous manger bien et il faut nous battre aussi toutes les gens qui ont créé un pays là, possibilité de vendre bitaillot. Alors c'est important pour nous de faire action là ça et de pouvoir pérenniser parce qu'il est fait tous les trimestres. Mais là, en comptant parce que ils répondent. Alors que tu fais tout bite. On est depuis les gens qui vendent la pêche, pêcheurs, on est agriculteur, on est artisan d'art, on est brocante, on est jet traditionnel, on est artiste qui est passé, on est tout bite là. Tout ça on veut que trouver là. Alors la mairie accompagne nous, oui, au niveau communication. Peut-être n'y a plus à faire, mais en conscient qu'ils ont accompagné nous. Donc, je présente le groupe Sercom Général Bricolage en Guadeloupe. Donc, nous sommes une entreprise qui milite pour l'emploi solidaire. Donc, aujourd'hui, nous sommes présents au Rézé, voilà, à la foire, pour présenter toutes nos activités, que ce soit aux huiles, donc tout ce qui est produits naturels de beauté cosmétique, aussi les gîtes de l'Union, donc qui sont des gîtes pour les vacanciers de longue ou plus courte durée, et également des comoisins. Donc, que ce soit les seniors, que ce soit les étudiants, que ce soit aussi les personnes très motivées, on propose des postes qui varient selon vos disponibilités, vos créneaux. Donc nous sommes là, donc nous vous invitons à déposer vos CV et on vous attend avec impatience.
voilà, je vous l'ai dit, nous accueillons aujourd'hui pour la première fois dans notre chronique, parce que nous avions reçu notre ami Jean-Luc Divial il y a quelques semaines de cela pour la présentation de son ouvrage essentiel Roussicam. Mais cette fois, on va le retrouver chaque lundi dans une chronique qui va s'appeler Edamisso. Et j'ai envie de lui dire Otep, Jean-Luc. Otep, Danick, Otep à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Bienvenue dans Edamisso, la rubrique Roussicam du ZCL. Alors, Otep, chez nos ancêtres de la vallée du Nil, c'était la façon de se saluer. Cela signifie tout simplement paix. Alors que cette paix soit sur tous nos téléspectateurs de Canal 10 et sur nos auditeurs de C10 FM. Edamisso signifie ouvrez les yeux. Donc cette rubrique a pour objectif de nous aider à mieux comprendre notre langue maternelle, que l'on appelle communément le créole, mais comme nous le démontrons dans Roussicam, origine égyptienne de la langue dite créole, cette langue possède un terme abusif. Notre langue maternelle ne provient pas du français, ce n'est pas la langue des créoles, c'est-à-dire les Européens nés dans les possessions françaises d'exploitation sucrière. C'est une authentique langue africaine, une langue bantoue, dont les origines remontent à l'Égypte ancienne. Notre but est donc de vous ouvrir les yeux sur la nature réelle de notre langue, à commencer par son vocabulaire. Alors Jean-Luc, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour cette première chronique Edamisso? Alors cela ne vous a pas échappé, Danick. Les fêtes de Pâques approchent, et qui dit fête de Pâques en Guadeloupe dit crabe, c'est normal. Et d'ailleurs, mon allo, il faut attendre nous déjà. Donc exactement, c'est vraiment cela. Mais pas n'importe quel crabe. Il ne s'agit pas de touloulou, il ne s'agit pas de crabe mal oreilles. C'est pas ce que nos téléspectateurs envisagent de manger à Pâques. Non, ce qu'ils recherchent, ce sont les crabes de terre. Je parle surtout de ceux qui ont des pattes et des pèses énormes et qui s'achètent à prix d'or sur nos marchés. Vous l'aurez compris, je parle de nos fameux bocaux. Et là, je crois que vous avez une question qui vous... Mais oui, ça vient d'où ce terme de bocaux? Parce que je l'ai déjà pratiquement entendu aussi en Haïti. Donc, qu'est-ce que c'est ce bocaux? Alors, évidemment, si vous ouvrez un dictionnaire créole, vous ne trouverez pas l'origine. Parce que les dictionnaires jusqu'à maintenant ne donnent que la définition du mot. Par contre, elle réside dans la graphie que vous allez voir tout à l'heure. Alors on voit un dessin, effectivement. Ce qui interpelle, c'est la présence du bras qui va supposer un lien vers l'épaisse du bocaux, c'est ça? Alors j'ai envie de vous dire rouleau bravo, puisque cette graphie, qui en égyptien ancien se lit mak, désigne la main, le bras, selon la convention de l'égyptologie classique. Mais selon le linguiste Jean-Claude Boly, qui est l'auteur d'un livre référence qui s'appelle Origine des langues africaines, paru aux éditions La Harmattan, elle devrait plutôt se lire Mbok. Quoi qu'il en soit, Mbok nous invite à rechercher et comparer les mots qui, dans les langues africaines modernes, désignent le bras ou la main. C'est le principe, rappelons-le, d'analyse selon la méthode Kuma de Dibombari Mbok. Et c'est bien ainsi que nous pourrons confirmer l'étymologie du mot recherché. Et dites-moi, Danick, qu'est-ce que vous observez? Je vois que ces mots ont en commun une sorte de racine. Boko, vous avez dit, désigne la main et le bras, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, on va citer les exemples. Alors, le Angaza dit boko, main. Le Lingala dit liboko, main, bras. Le Kinyarwanda dit kuboko, main. Le Kisi dit boko, main. Le Sango dit maboko, bras, main. Le Mpoto dit bako. Ma prononciation n'est pas forcément la plus parfaite. Le Kikongo dit koko main, Kikongo moko main aussi. Le Kikanga dit kwoko main et le Kibosho woko main. Rappelons ce principe de lecture des hiéroglyphes égyptiens. Les différents éléments en présence dans la graphie d'un mot nourrissent un lien d'homonymie. Ça veut dire que cela se prononce pareil. Cela signifie que les deux éléments suivants sont homonymes. De fait, l'Égyptien ancien mouk, main, bras, est homonyme d'un mach, qui est le fouet. Donc, vous voyez... Mais est-ce que ça se vérifie encore aujourd'hui dans les langues africaines d'aujourd'hui? Parce que vous citez des mots anciens, mais aujourd'hui... Alors, absolument. Regardons. Par exemple, on part d'une sonorité qu'on retrouve beaucoup dans l'allemand, qui est le mach.
vous voyez, qu'on retrouve beaucoup dans la langue germanique, et le maître désigne le fouet. Mais nous avons aussi le chiluba, mukaba, fouet, ceinture, courroie, lanière. Le kitabwa dit mukondo, fouet. Le mpongwe dit okasa, fouet. Le ndumu dit okachi, fouet. Alors il faut bien signaler, Jean-Luc, que tous ces mots, le siuba, kitabwa, mpongwe et ndumu sont des dialectes des langues africaines. Hein? Ce sont des langues africaines modernes, mais bien souvent des langues aussi qui ont des millénaires d'existence et qui ont évolué aussi dans leur espace. Donc, ce que vous identifiez surtout, c'est que dans les deux cas, on retrouve quand même la racine oko ou moko. Nous retrouvons également le même squelette consonantique. MK dans le Kikongo moko qui désigne la main, le Chiluba mukaba qui désigne le fouet et le Kitabwa mukondo qui désigne le fouet. Ce fait devrait nous inciter à l'étude de la notion de fouet dans les langues africaines. Je ne le ferai pas ici parce que ça pourrait nous prendre des heures. Mais il faut savoir que cela nous conduit à des concepts forts. Nous voyons donc qu'il y a une continuité de sens à travers les millénaires. Rappelons que selon les dernières datations faites par le département d'égyptologie, département égyptien, qui a recalculé toutes les dates sur la base des nouvelles techniques de datation, la civilisation égyptienne pharaonique daterait de moins 15 000 ans, ce qui signifie que près de 32 ans après la disparition du regretté professeur Cheikh Anta Diop, eh bien, les faits scientifiques lui donnent raison. Cheikh Anta Diop qui est l'auteur de, il faut le dire, Nation Nègre et Culture, un livre fondamental à lire. Hein. Absolument. Édition Présidence africaine, je aussi. Voilà. Image 6, alors. Donc, remarquez que ici, nous avons le sango Maboko, qui porte les mêmes consonnes MBK que l'égyptien ancien MBK que nous cite Jean-Claude Mboli. C'est ce que l'on appelle le squelette consonantique, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des consonnes du mot dans l'ordre qu'elles se présentent. Application pratique, c'est ce lien qui nous permet de comprendre cette fameuse rengaine du groupe Kassav, tout le monde est Maboko. Ça veut dire, on voit bien que nous sommes dans le registre de l'applaudissement, puisque c'est le registre avec la main. Tout le monde est Maboko, hein, ben, voilà. Je ne savais pas, d'accord. Et vous voyez par exemple que ceci peut être confirmé par le Kibosho Woko, mais à qui nous devons l'expression en Wuchikam Waka, qui signifie applaudir, qu'on le retrouve dans le Grouka. Voilà. Alors, en conclusion, que pouvons-nous dire? Eh bien, notre fameux crabe de terre titre de Boko à la longueur de ses bras et de ses pinces. Alors, est-ce que cette main ou ce bras, Jean-Luc, aurait pu anciennement servir des talons de mesure, par exemple? Eh bien, c'est parfaitement cela. Vous touchez là une notion fondamentale. Ce bras désigne en fait la coudée royale. La coudée royale égyptienne, et elle est censée désigner la longueur du bras du roi. En réalité, c'est une mesure très précise qui repose sur un calcul trigonométrique. Elle équivaut à 1/6 de pi, soit 52,36 cm. Cette mesure est très importante. Elle est à l'origine du mètre étalon que nous utilisons de nos jours. C'est dire le niveau scientifique jadis atteint par nos ancêtres. Rappelons que le couloir qui permet de pénétrer dans la pyramide de Khéops a une largeur de mètre. En toute certitude, cela signifie que nos ancêtres connaissaient donc le mètre bien avant son adoption en France en 1790. D'accord. Alors, certains crabes pourraient à juste titre nous dire « Ouais, vous donnez l'étymologie de notre nom, mais ça nous fait de belles pâtes puisqu'on ne sait toujours pas à quelle sauce on sera mangé. » Soyez patients, cher Boko. La semaine prochaine, je vous propose de partir à la découverte du kalalou et du matété. D'ici là, comme dirait ma mère, vous avez largement le temps de dégorger. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Au tête. En tout cas, Jean-Luc Divial, on vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Wuchikam, ouvrage de près de 500 pages que vous avez présenté il y a déjà 2-3 mois avec des conférences. Alors comment ça se passe globalement? On a encore 2 petites minutes. Alors, ça se passe très bien. L'accueil est magnifique puisque les
les téléspectateurs et tous ceux qui participent à ces conférences s'aperçoivent qu'en fait que notre langue est bien plus riche que l'on ne l'imagine et que notre culture est vraiment une culture qui repose sur des assises solides tant du point de vue de la philosophie, de la spiritualité et aussi de la science. Alors, il y a un gros débat que vous mettez en lumière et qu'on va devoir affronter dans les mois, les années qui viennent, c'est le remplacement du mot créole. Bien sûr. Alors, comment procéder alors que ça fait quand même quelques siècles qu'on nous a habitués à cette dénomination. Créole, à parler créole, cabrit créole, crabe créole, etc., etc. Voilà. Alors, est-ce que vous avez le mot qu'il faudra remplacer créole? Alors, moi, Wuchikam, c'est une proposition. Mais après, il faut engager le chantier, comme je le dis souvent, parce que je m'aperçois que sur tous les territoires où on parle Wuchikam, les gens se posent la question du remplacement du mot créole. Alors ça doit faire l'objet d'un débat. C'est quelque chose qui va être progressif, je pense. Moi, mon travail, c'était de déjà restituer la valeur de notre civilisation, savoir ce que les Afro-descendants ont apporté à la civilisation dans nos territoires. Nous n'étions pas nous ne sommes pas issus d'une civilisation muette et nous avons apporté énormément à cette civilisation, et dire que nous ne sommes pas créoles, c'est simplement affirmer une question de bon sens. Voilà. Tout à fait. En tout cas, libre à ceux qui se revendiquent créoles, mais nous, pour nous, c'est un peu plus que ça. En tout cas, on vous remercie, Jean-Luc. On va retrouver, je vous signale, lundi prochain pour cette rubrique État Misso. Et je vous pose la question, vous n'avez pas abordé ce terme, mais il y a un terme qu'on utilisait beaucoup en Guadeloupe, Moko Zombie. Ah, Moko Djombi, c'est en fait, Moko, c'est le chiffre 1, oui. Et Djombi, c'est la jambe, c'est les chasses, c'est le registre de l'échassier. Donc, ça veut dire un homme sur les échasses. D'accord. Et c'est au niveau aussi, on doit le rattacher à l'Égypte ancienne. Cela fait référence au personnage que tout le monde connaît sous le nom de Thoth, qui est le verbe divin, qui est l'envoyé divin. Voilà. D'accord. Mais il fallait que ce soit dit. Merci. En tout cas, on va retrouver Jean-Luc la semaine prochaine. Alors, je vous rappelle très rapidement ce que nous avons développé aujourd'hui, les titres. Bien sûr, nous avons reçu Marie-Josée Mouragnapin pour ses ateliers qu'elle organise à partir de la semaine prochaine. Ce sera à la Maison de la Culture, ce sera à la Maison de l'Architecture à Basse-Terre. Nous avons reçu aussi Ingrid Paoli, qui est formatrice du CERAC, avec elle on a parlé de la langue des signes pour les bébés. Et puis Jacques Dangal, notre confrère de Nouvelle Semaine, était avec nous dans le cadre de la semaine de la presse à l'école qui a été ouverte. Et puis nous venons de terminer avec Jean-Luc Divial et cette nouvelle chronique dans le ZCL. On disait non, le ZCL c'est en qui madame, mais voilà, il y a aussi des hommes. Jean-Luc sera avec nous chaque lundi dans Eda Misso. Alors je vous rappelle, si vous ne le saviez pas, que ce matin il y avait une mobilisation des parents d'élèves à l'école de l'IDPO à Capesterbello contre la fermeture programmée de l'école et le transfert de l'école Alexis Delacroix. Conséquence, la chaussée a été bloquée entre 8h et 10h ce matin, mais la situation n'est toujours pas débloquée. La route est débloquée, mais la situation ne l'est pas. Probablement, les parents d'élèves auront à revenir sur le temps. Voilà, on vous remercie d'être avec nous jusqu'à cette heure-là, depuis 12h30. Et la réalisation, c'était Nathan. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour un prochain ZCL en direct de RHT, Radio Haute Tension, et C10FM. C10FM, c'est la radio de Canada. Voilà, il bout toujours de là. Bon appétit si vous pouvez manger, et puis à demain à même l'heure.